8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité est l'avocat Richard Malka. Bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, essayiste, inlassable défenseur de la liberté d'expression, auteur de nombreux ouvrages et de bandes dessinées. Votre parole est toujours précieusement écoutée, Richard Malka, notamment sur les questions de laïcité. Et c'est pour cela que je voulais vous recevoir aujourd'hui. C'est précisément pour pouvoir en parler alors que s'ouvre ce nouveau procès, celui des adultes impliqués dans la mort de Samuel Paty. Ils sont 8, jugés par la cour d'assises spéciale, qui doit déterminer quel a été le rôle de chacun dans le passage à l'acte d'Abdullah Anzorov. Richard Malka, est-ce que vous attendez ce matin de la justice, est-ce que vous lui demandez de prendre ses responsabilités et de prononcer des peines exemplaires ? La justice prend toujours ses responsabilités. Et d'autant plus dans ces affaires de terrorisme. Elle l'a fait dans les affaires Charlie Hebdo, dans le procès du 13 novembre, de Nice. Donc j'ai aucun doute sur le fait que après 1 mois et demi de procès, parce que ça va durer jusqu'au 20 décembre, je crois, la Cour se retirera et statuera. Moi, je ne demande pas de peine exemplaire. Je demande des peines adaptées, des peines justes. Et je suis certain que ce sera le cas. Oui, les parties civiles avaient été déçues dans un premier procès qui s'était tenu, qui jugeait celui-là, les mineurs qui avaient fait de Samuel Paty une cible, avec des peines prononcées qui allaient de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme aménagée sous bracelet. Les parties civiles disaient « ce n'est pas assez ». Ça n'appartient pas de le dire. Vous savez, ce qu'on attend dans ces procès-là, c'est autant des explications que des peines. Et ce qui est très frustrant, et ce qui l'a été, je crois, dans ce procès, mais comme dans d'autres, c'est quand on a des accusés qui ne parlent pas, qui ne vont pas en profondeur, qui n'expliquent pas, et ça crée une frustration totale. Mais c'est malheureusement souvent le cas. On n'apprend pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de travail sur soi, d'analyse, et c'est regrettable d'autant plus que c'était des mineurs, en l'occurrence, et que tout était encore possible pour elles. On va chercher de l'espoir. Dans ces procès-là, et malheureusement, on n'en trouve pas souvent. Dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui, sur les 8 accusés, il y a d'abord un parent d'élève. Sa fille avait menti au sujet de l'enseignant, au sujet de Samuel Paty, en disant qu'il avait fait sortir de classe les élèves musulmans pour montrer les caricatures du prophète Mahomet. C'est ce mensonge qui donne lieu à un raid numérique auquel se greffe un deuxième adulte, un militant islamiste qui amplifie, qui nourrit, qui soutient ce cyberharcèlement. Les deux se défendent en disant finalement, nous, on n'a jamais voulu la mort de Samuel Paty, on voulait des sanctions administratives. Est-ce que c'est audible pour vous? Est-ce qu'ils sont coupables au même titre que le terroriste, en armant en quelque sorte son bras? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un continuum entre ces paroles de haine, ces diffuseurs de haine, et les actes qui sont commis. Et là où c'est très intéressant, ce que vous venez de dire, c'est qu'à l'origine de toutes ces affaires, il y a un mensonge. Il y a des gens qui mentent. Dans Charlie Hebdo, il y a des imams qui font de fausses caricatures pour enflammer le monde musulman. Dans cette affaire-là, il y a une jeune fille qui prétend avoir assisté à des propos discriminatoires, à une stigmatisation des musulmans, alors qu'elle n'était même pas dans la classe. Et le mensonge crée la violence, comme le disait Hannah Arendt. Donc il y a un invariant. C'est le mensonge qui crée une violence. Et c'est toujours le même objet du mensonge. C'est la victimisation. C'est essayer de jouer sur la culpabilité des gens. C'est un discours, une rhétorique victimaire qui est propre aux frères musulmans. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, ces gens étaient proches des frères musulmans, comme celles qui avaient inventé les caricatures, les fausses caricatures de Charlie Hebdo. Il y a des invariants dans toutes ces affaires. Oui, mais enfin, on me l'a dit 1000 fois, Richard Malka, et on s'étonne d'ailleurs de le redécouvrir. Parmi les invariants, il y a le mensonge, mais il y a aussi cette nébuleuse très hétérogène. Je parlais du profil des deux adultes, le parent d'élève, le militant islamiste, sont aussi dans le box des accusés de jeunes qui ont accompagné le terroriste pour acheter des armes. L'un d'eux l'a ensuite escorté jusqu'au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Se trouve aussi dans le box des accusés 4 correspondants du terroriste qui, a priori, ne le connaissaient pas davantage que cela, mais qui ont échangé avec lui et qui ont conforté son projet, qui l'ont conforté dans son projet au lieu de l'en dissuader, qui intellectuellement ont accompagné cette épopée mortifère terroriste. Qu'est-ce que vous espérez de ce procès? Qu'il fasse aussi jurisprudence, d'une certaine façon qu'il dise que soutenir, même à faible grade, pardon pour l'expression qui n'est pas très heureuse, une entreprise terroriste, eh bien, c'est de la complicité? Alors oui, bien sûr, ou en tout cas c'est une association de malfaiteurs terroristes. On voit dans toutes ces affaires-là aussi qu'il y a un terreau
autour de celui qui passe à l'acte. Il y a un écosystème de gens pas forcément dangereux eux-mêmes, mais qui apportent leur petite participation à la grande entreprise terroriste. Entre le militant islamiste qui propage le raid numérique, une voiture, qui aide par... et le correspondant qui sur Snapchat ou Telegram lui dit qu'il faut passer à l'acte. Ça va toujours de parole, du verbe. Au début, il y a toujours le verbe, un verbe haineux, et en l'occurrence, ça a été le cas sur la toile, et une propagande haineuse, une rhétorique victimaire. On ne nous respecte pas, nous sommes les victimes, on nous humilie. C'est toujours la même chose. Et puis ça c'est un moteur de violence terrible. Et puis autour de ça, il y a des gens qui vont aider, pas plus ou moins. Et puis il y en a un qui passe à l'acte. C'est toujours le même schéma. Alors, ils sont tous coupables au même titre, pour vous ? Non, ils ne sont pas tous coupables au même titre. Il faut apprécier en fonction de ce qu'a fait chacun. Mais ils ont chacun une responsabilité. Il y a un continuum. Il y a une ambiance. Et c'est contre cette ambiance qu'il faut se battre. C'est contre ce discours victimaire. Parce que ça, chacun en a notre rôle à ce stade-là, sur le discours ambiant. Oui. Il y a une question qui va aussi planer sur le procès, et on viendra au discours dans quelques instants, Richard Malka, mais pour faire vraiment le tour du procès à proprement parler, c'est la question de la responsabilité de l'État, puisque la principale du collège et plusieurs enseignants vont être auditionnés. La famille de Samuel Paty avait jugé que l'État devait interroger sa responsabilité. Est-ce que pour vous, c'est une question aussi salutaire à poser ? Alors, il faut quand même toujours rappeler qu'il y a un coupable, c'est celui qui a tué. Et puis il y a éventuellement des complices. Mais c'est ni l'État, ni l'Éducation nationale. L'État n'est pas complice. Ça, c'est des écrans de fumée. Alors après, il peut y avoir une responsabilité de ces institutions qui auraient pu mieux faire. Et on peut se poser ces questions-là. Mais il n'y a que les seuls coupables, ce sont ceux qui sont passés à l'acte. J'en viens au discours, ce que vous disiez. Comment lutter contre cette ambiance mortifère, cette ambiance pesante qui pèse sur les professeurs. Est-ce qu'ils ont pour vous déjà toujours une cible dans le dos, les personnels de l'Éducation nationale, Richard Malka ? Ou est-ce que après l'assassinat de Samuel Paty, après celui de Dominique Bernard à Arras, je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille de Dominique Bernard, est-ce qu'il y a eu un tournant et est-ce qu'aujourd'hui les enseignants sont mieux protégés ? Alors je crois qu'il y a eu une prise de conscience, que le pas de vague a reculé, le pas de vague qui a fait tant de dégâts, la volonté de ne pas en parler, de mettre sous le tapis les problèmes. De ne pas en parler, ne rien signaler. Exactement, ne rien signaler. En fait, couchez-vous, plutôt que de faire des vagues. Et ça, on en a beaucoup souffert. Et Samuel Paty est aussi victime de cela, effectivement. Ça, il y a eu un changement. Il y a eu une prise de conscience. Maintenant, est-ce que les enseignants ont une cible dans le dos ? Il ne faut pas exagérer. Mais par contre, ce sont de vrais combattants. Et moi, je fais des conférences parfois avec des professeurs d'histoire-géographie, des syndicalistes. Ils ne désarment pas. Ils ont leur mission à cœur. Ils continuent à enseigner. Il faut rappeler que dans cette affaire, il faut inlassablement le rappeler, que Samuel Paty ne faisait que ce qui était au programme. Il n'a rien inventé lui-même. Qu'est-ce qui les met en danger aujourd'hui ? Ce combat-là, il faut le mener pour quoi ? Pour enseigner les caricatures, pour enseigner la laïcité, la liberté d'expression, l'esprit critique, la liberté de conscience, le refus des assignations à résidence, y compris religieuses, communautaires et même familiales. C'est ça l'école publique. C'est une œuvre d'émancipation, y compris à l'égard de la religion. Et la manière de répondre à ces attaques, c'est d'être plus unanime, plus ferme et plus laïque. Et c'est d'enseigner que le fait religieux n'a pas sa place dans l'école publique et de le réaffirmer avec encore plus de fermeté. Si on veut enseigner le fait religieux, autrement que par l'histoire, et ça évidemment on peut le faire, il y a des écoles confessionnelles, on peut mettre ses enfants dans une école catholique, juive, musulmane, tout ce qu'on veut. Mais l'école publique, c'est laïque. C'est la fabrique de citoyens. C'est le creuset de la citoyenneté et de l'émancipation et de l'acquisition de l'esprit critique, y compris à l'égard du fait religieux. Et s'il y a une chose à enseigner, c'est que le fait religieux peut être dangereux. Il y a un chiffre qui m'a frappé ces derniers temps, qui a été révélé par le ministère de l'Éducation, c'est le nombre d'adolescents qui représentent les mises en examen, présentés dans des mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Ils étaient 1% en 2022, ils sont 21% sur les 7 premiers mois de 2024. 21% des mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes sur les 7 premiers mois de l'année, ce sont des adolescents. Après l'attentat d'Arras, après le meurtre
de Dominique Bernard, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, avait évoqué cette idée de sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires au nom du principe de précaution, de les mettre à part. On n'a plus jamais entendu parler de ce projet. Est-ce que pour vous, pour protéger les professeurs, pour faire en sorte que ce pas de vague s'installe, qu'ils n'aient pas peur d'enseigner l'esprit critique, y compris face aux faits religieux, est-ce qu'il faut mettre à part les élèves radicalisés ? Mais moi, je crois qu'ils n'ont pas peur. En tout cas, ceux que je rencontre, ils sont inquiets. Oui. Peut-être qu'ils ont peur, mais ils le font. Ouais. Ils l'enseignent. Ils n'ont pas renoncé. Un rapport sénatorial au mois de mars dernier disait il y a une forme de solitude face aux agressions à la table, etc. Donc il y a de fait un peu d'inquiétude. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut sortir les élèves radicalisés pour faire en sorte qu'ils aient davantage les mains libres ? Et alors, si ce n'est pas de la peur, qu'ils n'aient pas cette préoccupation. Alors, qu'ils aient une inquiétude, on le comprend. Il faut quand même revenir sur l'énormité de ce qui s'est passé. Ouais. Ça faisait 250 ans qu'il n'y avait pas eu une personne exécutée pour blasphème dans ce pays depuis Charlie Hebdo, depuis le Chevalier de la Barre jusqu'à Charlie Hebdo. Ça fait je ne sais combien de siècles qu'on n'a pas tué un enseignant en le décapitant. Ouais. Je n'ai même pas la mémoire de ça. C'est énorme ce qui s'est passé. Enfin, ça devrait tous nous faire réfléchir. Je ne sais pas si on a encore réalisé l'énormité de cet acte-là. Donc, que les professeurs soient frappés de cette réalité. C'est le retour de la barbarie religieuse qui avait disparu. Donc, qu'ils soient frappés de cela, évidemment, on le comprend. Qu'il y ait des mesures à prendre quand cette réalité inquiétante dont vous parlez sur les jeunes personnes, ça c'est certain. Oui, bien sûr. Il y a des prises en charge nécessaires. Il y a une fermeté absolue à avoir à leur égard, à celle de leurs parents, à celle de leur entourage, parce que ça s'est passé, et puis ça s'est repassé, vous l'avez indiqué avec Dominique Bernard, et on n'est pas à l'abri. Donc oui, il y a le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, qui lui aussi a dû se mettre en retrait, inquiété d'être une cible. Unanimité. Laïcité. Richard Malka, vous évoquiez Charlie Hebdo il y a quelques instants. En janvier prochain, cela fera 10 ans que Charlie Hebdo aura été la cible, la victime d'une entreprise terroriste. Il y a quelques jours, nous avons appris le décès de Simon Fieschi, qui nous a quittés. C'est le responsable du web et des réseaux sociaux de Charlie Hebdo, et l'un des premiers à s'être pris les rafales de balles lors des attentats de 2015. Il s'est battu toute sa vie ensuite pour se reconstruire et pour parler de laïcité, en allant d'ailleurs dans les écoles, notamment pour parler aux élèves et pour soutenir les professeurs. Qu'est-ce que l'on doit garder en mémoire de Simon Fieschi ? Son incroyable attention à l'autre. C'était stupéfiant. Je venais de passer un mois avec lui au cours du procès de Peter Sherif, une des personnes accusées d'avoir participé aux attentats de Charlie Hebdo. Il était là de la première à la dernière minute dans tous les procès, et il était d'une attention incroyable à l'autre, y compris aux accusés. Parce que je crois qu'il y cherchait du sens, c'est ce que je vous disais, de l'humanité, de l'espoir, y compris chez les accusés. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse de ces assassins de Charlie Hebdo, comme de Samuel Paty, comme de Dominique Bernard, qui, eux veulent soumettre l'autre et à défaut l'anéantir. Richard Malka, 10 ans de Charlie Hebdo. Ça va être dur de se passer de lui. Qu'est-ce qui va se passer en janvier prochain ? Est-ce que vous savez s'il y a des commémorations prévues, s'il y aura un geste au plus haut niveau ? Il faudra marquer le coup. 10 ans de Charlie Hebdo, vous le disiez. Vous savez, nous, on n'attend rien. On a, les hommages, on comprend, et c'est nécessaire. Mais ce qui est encore plus nécessaire, c'est de continuer à combattre. Donc, le plus haut niveau, pas le plus haut niveau. Parce que je suis Charlie apparaît comme un slogan de moins en moins universel 10 ans après. Ça, c'est certain. Il y a même des gens qui disent « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice », qui accompagnent le président de la République dans des avions en voyage officiel. Vous évoquez Yacine Bellatar, l'humoriste qui accompagnait Emmanuel Macron au Maroc. Samuel Paty non plus. Il n'était pas à sa place pour vous. Je crois. Quelqu'un qui dit que Samuel Paty a craqué, qui anime le gala du CCIF, dissous par un ministre de ce président, qui dit qu'un ministre de ce président n'a pas sa place dans le 9-3, qui dit qu'il n'est pas Nice, qu'il n'est pas Charlie Hebdo, et qui est condamné pour menace de mort, alors que nous, on passe notre temps dans les salles d'audience à dire que c'est grave, et qui se retrouve invité sur nos fonds par le président de la République, en majesté, c'est
moralement obscène. Moralement obscène. C'est moralement obscène et politiquement irresponsable. Je vais rester peut-être sur la mémoire des caricaturistes, des dessinateurs de Charlie pour rester sur ces 10 ans et sur les hommages qui seront rendus. Est-ce que la France de 2024 est à la hauteur de l'héritage laissé par Cabu, Charb, Tinous et les autres? Alors je crois que le peuple de France l'est. Et, qui sont leurs héritiers aujourd'hui? Et on en reçoit des témoignages tous les jours. Parfois, dans les milieux politiques, universitaires, médiatiques, artistiques, on est un peu plus peureux. Et on est de moins en moins Charlie, parfois aussi dans ces domaines-là. Ça arrive. Il y a même des professeurs du Collège de France qui considèrent que Samuel Paty n'aurait pas dû montrer ses caricatures. Le droit à la caricature, le droit à la liberté a reculé en 10 ans pour vous? La liberté d'expression, mais c'est toujours un combat. C'est jamais acquis pour toujours. Donc c'est normal qu'il faille combattre. Mais parfois, on aimerait plus de cohérence au sommet de l'État. Je vais vous parler d'une combattante ce matin, Richard Malka, qui s'appelle Aou Daryaei. Et j'espère bien prononcer son nom. C'est l'étudiante iranienne. C'est une sacrée combattante. En train de devenir une icône, une de plus, de la résistance contre les mollahs et contre le régime de répression iranien. Filmée, dévêtue, les cheveux à l'air libre, déambulée sur le campus de son université de Téhéran. Un geste de protestation après que la police des mœurs lui a reproché de mal porter son voile. Que vous inspire cette vidéo devenue virale? Certains la comparent désormais à cette image historique de l'étudiant qui s'est dressé face à la colonne de chars sur la place Tiananmen en Chine. Ah, il y a quelque chose comme ça. J'ai évidemment toute mon admiration, comme à toutes ces femmes iraniennes et comme à toutes ces femmes afghanes qui n'ont même plus le droit de parler entre elles depuis quelques jours. La communauté internationale, elle peut faire quelque chose pour cette jeune fille? Elle fait pas grand-chose, en fait. Et puis, elle en dit même pas très long. Cette femme est incroyable. Et cette image-là est stupéfiante, de courage. Il faut l'honorer. Il y a un commentaire qui déchaîne les passions ce matin, c'est celui de Sandrine Rousseau, qui a écrit ceci sur les réseaux sociaux: notre corps et tout ce que l'on met ou pas pour le vêtir nous appartient, force aux Iraniennes, aux Afghanes et à toutes celles qui subissent l'oppression. Certains l'accusent de mettre en parallèle ces femmes qui se battent pour retirer le voile et celles qui le portent. Un commentaire? Alors, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut faire ici du voile un symbole de liberté, alors que là-bas, c'est un symbole de mort. Et j'ai vraiment du mal à comprendre comment des gens qui se revendiquent de gauche peuvent tenir ce discours-là. De dire que je le porte qu'un ou que instrument je le porte de pas. Mort serait ici un instrument de liberté, un instrument de mort pour des millions et des millions de femmes. Des millions et des millions de femmes qui ont été égorgées parce qu'elles ne portaient pas le voile, défigurées en Algérie, emprisonnées, tuées en Iran, en Afghanistan. Il n'y a pas d'autre combat quand on est de gauche que de défendre ça. Vous avez des mots très durs sur la gauche et sur notamment la France insoumise par le passé. Mais pas que, j'en ai prononcé quelques-uns sur notre président. Oui, quelques-uns sur le président de la République, mais sur ces questions de laïcité, j'ai le souvenir de phrases et de propos de votre part extrêmement durs et extrêmement sévères à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, sévère, je ne sais pas, c'est un commentaire de ma part, il est peut-être inapproprié. La France insoumise qui appelle à boycotter par la voix de Louis Boyard l'équipe d'Israël qui joue bientôt, c'est du football, 14 novembre prochain, France-Israël au Stade de France. Il faut boycotter l'équipe d'Israël, dit Louis Boyard. La rencontre face à ces menaces se tiendra vraisemblablement en jauge réduite. C'est ce que nous a annoncé Bruno Retailleau vendredi à ce même micro. Est-ce que vous le regrettez? J'imagine qu'il y a des impératifs de sécurité qui sont appréciés par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr que je le regrette. Mais je ne peux pas contester une décision sécuritaire. Après, il y a une surenchère du côté de la France insoumise. Mais vous savez, vous me dites que je parle durement, la liberté de parole. Enfin, ma liberté de parole, en tout cas, je l'exerce pour dire pas pour proférer des éléments de langage et de l'eau tiède. Ça sert à rien. Mais pour faire avancer, c'est fait pour être utilisé. La cause de la liberté d'expression et pour faire avancer la cause de la laïcité. Et vous reviendrez nous voir, Richard Malka, en janvier prochain. Je ne sais pas si ce sera avec plaisir, mais je reviendrai. Merci beaucoup à vous d'être venu à ce micro ce matin, 8h52 sur RMC et BFM TV. Merci à vous. Bonne journée à vous et bonne journée à tous.